l'honneur d'être devant votre petit écran ce soir. Quelle vie après la sortie de prison au Cameroun? La question nous préoccupe ce soir à la suite d'une précédente édition qui a fait un gros plan sur les erreurs judiciaires et le milieu carcéral dans notre pays. Une fois qu'un détenu a purgé sa peine et s'est vu délivrer un bon de sortie, y a-t-il un espoir de reconstruction psychologique et mentale? Ce centre d'intérêt naît justement du retour inopiné de certains en prison, du fait du rejet de la société et parfois de l'inefficacité des différents cadres d'accueil des anciens détenus dans notre société. La question de la réinsertion sociale, il faut le rappeler, demeure une équation à multiples inconnus au Cameroun. Soucieux de percer ce mystère, Regard Social se donne pour suprême ambition ce soir de comprendre dans cette édition. De comprendre réellement où se trouvent les goulots d'étranglement qui plombent la réinsertion sociale des anciens détenus dans notre pays. Pourquoi dans de nombreux cas, une fois sortis de prison, les anciens détenus reviennent au galop? La société tout entière est-elle finalement une complice inconsciente de la construction de cette identité, du rejet de cette catégorie ou alors de cette classe sociale? Voilà la question principale qui va retenir notre attention tout au long de cette édition avec bien sûr, comme vous le savez, un reportage exclusif sur un cas assez particulier que vous suivrez au cœur de cette émission avec l'éclairage des experts qui devront intervenir en deuxième partie dans cette édition. Je vous donne rendez-vous dans une poignée de secondes avec nos témoins qui sont en plateau. A tout de suite. Sur le plateau de Regard Social ce soir, des anciens détenus qui ont accepté de partager leur expérience avec nous et évidemment pour nous dire exactement ce qu'il en est depuis leur sortie de prison. Et justement, nous avons sur le plateau ce soir un jeune Camerounais qui est sorti de prison il y a 3 jours seulement et qui a accepté de partager ce moment avec nous, comment il voit la vie et comment il a été reçu. Monsieur Maké Gideon, bonsoir Gideon. Bonsoir Eric. Comment allez-vous ce soir? Ah, ça va par la grâce de Dieu, Eric. Je le disais, vous êtes sorti de prison il y a 3 jours seulement. Pratiquement 4 jours lundi. Voilà. Lundi que j'ai été libéré. Je suis sorti dans la dite prison de Niebel. Oui, de Douala. Oui. Qu'est-ce que ça fait de retrouver, de recouvrer sa liberté? Oh, vraiment, Eric, sans toutefois te mentir, je ne peux pas cacher la joie que je ressens dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je me ressens déjà homme libre. Or, il y a de cela beaucoup des années, j'étais incarcéré. Je n'étais pas à l'aise de la vie dont le temps dont je passais. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup perdu. Oui. Et depuis 4 jours que je suis sorti, je me ressens comme si je suis encore entré dans une prison. Excusez-moi de vous dire, je suis libre, mais ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que je ne parviens pas à joindre les deux bouts facilement. Très bien. On en parlera, Gideon. Il faut le rappeler pour situer nos téléspectateurs. Vous êtes aujourd'hui âgé de 33 ans. Oui. Il faut le rappeler. Vous avez passé 9 ans, 6 mois de prison. Oui. Il faut le rappeler, à la prison centrale de Niebel. Et vous êtes sorti il y a 4 jours seulement. Oui. Il y a 4 jours seulement. Merci de nous faire l'honneur d'être là. Vous y êtes entré à l'âge de 22 ans. Bien sûr. À la suite d'un recel. Oui, un recel. On m'a affiché un recel de malfaiteur. Quelque chose comme ça qu'on m'a collé parce qu'on cherchait quelqu'un. Paraît-il qu'il venait, c'était un ancien ami de classe. Je ne savais pas. Je le gardais chez moi à la maison. Il venait souvent. On a fréquenté ensemble, on partait faire les cours ensemble, on mangeait à la maison. Je ne savais pas qu'il avait une mauvaise vie. Bon, au moment où on est venu le prendre, il n'était pas là. Et moi, j'étais obligé de le piéger pour qu'on mette main sur lui. Bon, le problème a tourné, on m'a collé un motif. Je me suis retrouvé en prison. À cette époque,
il faut le rappeler, vous êtes conducteur de moto-taxi. Nous en parlerons dans un très court instant. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau puisqu'il s'agit d'une question assez importante. Nous nous sommes donnés pour défi de faire le choix, de porter notre choix sur une approche plutôt comparative. Et c'est la raison pour laquelle nous recevons sur le plateau ce soir un visage bien connu du milieu des artistes au Cameroun, du milieu artistique, disons-le ainsi au Cameroun, Monsieur Lonkana Agno. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'aurais dû dire Longuet. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci, merci. Alors, merci de nous faire l'honneur d'être sur le plateau ce soir, Longuet. Vous êtes sur ce plateau justement parce qu'il s'agit d'une question assez importante. Nous voulons partager, faire une approche, une étude comparative, voir ce qui se fait ailleurs. Vous êtes un ancien détenu, vous avez passé 3 ans d'emprisonnement en France. Ah, bon, merci beaucoup. Je vous ai toujours fait cet honneur quand vous avez besoin de moi, quand vous m'invitez. Mais je tiens à rappeler à tous les responsables de finances que je regarde cette télé. Et vous ne diffusez pas mes œuvres. Voilà, mais je réponds toujours présent quand vous avez besoin de moi. Donc, essayez un peu de faire dans le social aussi. Hein, essayez de faire un peu dans le social. N'attendez pas toujours qu'on paye la promotion alors qu'il y a des artistes bidons que je vois qu'on diffuse, peut-être parce qu'ils ont des amis à la télé, ou alors parce qu'ils essayent, je ne sais pas comment ils font. En tout cas, ce n'est ni le cadre ni le moment pour évoquer tout cela. Mais vous savez très bien que nous donnons la priorité aux artistes qui font des œuvres de qualité. Vous en faites partie, vous en savez quelque chose. Vous avez été plusieurs fois invité sur nos plateaux. Voilà. Vous avez même saturé les plateaux, il faut le dire. Donc, reconnaissons-le. Alors, refermons rapidement la parenthèse pour dire que vous êtes de la maison. Non, monsieur. Voilà. Alors, je dis bien. Sur le sujet qui nous préoccupe ce soir. Sais. Nous avons peut-être 2 heures. 2 heures, ça me coûte cher. Sans prétention. Voilà. Vous m'avez appelé, j'étais à Abidjan. Je ne savais pas de quelle émission vous voulez parler, de prison, de ceci, cela. Je ne savais pas, je suis venu. Mais j'ai dit, vous ne diffusez pas mes clips. Je le dis à M. Théo, qui est le patron de cette télé, qu'il donne l'ordre à ses employés de diffuser mes clips. Parce que chaque fois que vous avez... Voilà un sujet important que je dois éclairer devant tous les Camerounais et je dois même aller où vous ne pouvez pas aller. Très bien. Vous comprenez un peu, parce que les Camerounais n'ont pas le courage de dire ce que moi, je peux dire. Ok, Longuet. Je le dis, sinon ça serait la dernière fois que je vienne dans une télé. Il faut qu'on diffuse mes clips sans attendre que je vienne payer la promotion. Très bien. Alors, sur le sujet qui nous préoccupe ce soir, qui est un sujet purement social, vous sortez d'une peine de 3 ans. De 8 ans. Voilà. De 8 ans. Voilà. Vous avez purgé 3 ans. 3 ans. Parce qu'en France, il y a la réinsertion. Donc, une fois que vous êtes condamné, on vous donne la possibilité de préparer votre réinsertion. C'est-à-dire, il y a un juge d'application de peine en France, il y a un SPIP, conseiller d'insertion et de probation, qui vous accompagne à préparer votre projet. Ce qui n'est pas le cas ici, malgré des grands gens qui ont des diplômes, qui dirigent notre pays, dans un pays civilisé, où il n'y a pas de juge d'application de peine. Ça veut dire que quand vous allez en prison, vous êtes un déchet, alors que tout le monde peut se retrouver en prison. Laurent Gbagbo est en prison. Nous connaissons des présidents, Mugabe, les qui sont en prison. Donc ceux qui les dirigent aujourd'hui, ils ne sont pas à l'abri de la prison. La moindre des choses, c'est d'arranger. La prison n'est pas un enfer. Très bien. Alors, sur votre cas, l'expérience que vous avez connue sous d'autres cieux en France, pour être précis, vous avez passé 3 ans d'emprisonnement sur une peine de 8 ans. Voilà, pour les questions de mœurs. Mais disons-le, mais comment s'est passée votre détention et comment avez-vous pu réussir cette réinsertion sociale au point de... Disons que je tombe déjà avec un très grand rang social. Un très grand rang social. Je ne tombe pas comme le jeune frère
qui est juste un petit débrouillard, qui n'a pas encore de base. Donc moi je tombe étant déjà un monsieur bien assis dans la vie, ce qui fait qu'avec les conditions, les possibilités que la législation en vigueur me donnait en France, c'est-à-dire le législateur a prévu, sur une peine de 8 ans, vous bénéficiez directement, quand vous êtes primaire. Primaire, ça veut dire vous n'aviez pas auparavant une autre condamnation. Vous bénéficiez sur 8 ans, j'avais bénéficié 17 mois de réduction de peine d'office, et un an après, vous passez devant le juge d'application de peine qui juge votre comportement au cours de l'année. Et selon, si vous vous êtes bien comporté, vous pouvez bénéficier, vous avez droit à 3 mois. Mais ça dépend, le juge peut vous donner 2 mois, 1 mois et demi. J'ai bénéficié de 3 mois, plus 17 mois, ça faisait 20 mois. Ainsi de suite. Chaque année, j'avais des remises de peine et j'ai commencé à préparer mon projet. Je suis passé devant la commission d'application de peine. J'ai demandé une permission de sortie pour aller voir mes enfants qui sont à Paris. Et cette permission m'a été refusée 5 fois d'abord. La première fois parce que je ne savais pas comment monter le dossier. J'avais mes cousins qui refusaient de s'engager. Bon, on ne va pas revenir dans ça. Ces gens qui m'avaient conseillé de me marier en France pour avoir les papiers, qui me disaient non, si il sort, il fouille, c'est nous qu'on va arrêter. Alors moi, je n'ai jamais fouillé. Vous savez, la justice m'a souvent laissé venir au Cameroun. Pendant que j'étais sous contrôle judiciaire, je partais de mon propre gré. Donc, après, tout s'est bien installé. Je savais déjà comment constituer le dossier, comment faire. Donc, j'ai commencé à travailler en prison. Je travaillais à la cantine, j'allais à l'école, je participais aux activités et je n'avais aucun incident avec le personnel pénitentiaire aussi. Parce que, sans vous mentir, si vous giflez, ici c'est les gardes de prisonniers, là-bas c'est les surveillants. Si vous giflez un surveillant, ou si vous dites vous faites un surveillant, qui vous met un rapport, votre dossier est sali. Donc, tout cela, quand vous passez devant la commission d'application de peine, il y a le directeur de prison, il y a le procureur, il y a le juge d'application de peine, on juge votre comportement. Et si le comportement est bien, et vous payez les parties civiles. Apparemment, il n'y a pas trop de parties civiles ici. Mais là-bas, quand il y a une condamnation pénale, il y a aussi les parties civiles. Voilà, donc, moi, j'avais été condamné à 8 ans, plus 42 000 euros d'amende, qu'ont bénéficié la nièce et la femme de Bordeaux que vous connaissez. Donc, et comme moi, j'avais toujours payé, qu'est-ce qui m'a aidé à payer? La caution, en 2005, on avait mis une caution de 8 000 euros pour une liberté provisoire. Et en 2015, on avait mis 15 000 euros qui avaient été payés par Samuel Eto'o. Voilà, 2010, pardon. 2010, on m'a libéré. Donc, une fois que j'ai été condamné, j'ai donc écrit au fonds de garantie et des victimes que voilà, je verse d'abord les 23 000 euros pour les parties civiles. Ça a avantagé mon dossier parce que là-bas, les gens payent 10 euros, les gens n'ont pas d'argent. Vous imaginez, quelqu'un qu'on condamne à payer 54 000 euros. Il fera comment pour payer? Donc, avec les 25 000 euros, mon comportement en prison, je travaille, je m'en vais à l'école, je fais tout. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement comme activité? Je dis, je travaille à la cantine. C'est-à-dire la cantine, c'est nous qui livrons la nourriture aux détenus. J'allais aussi à l'école. Pour apprendre quoi? Pour apprendre à l'école normale. À l'école normale, remise en forme. Voilà, remise en forme. Puisque je n'avais plus besoin de cela, tout ça. Mais j'étais obligé de suivre la règle, de profiter de tous les avantages, de montrer au magistrat que je suis un citoyen normal, mais qui a eu des problèmes dans sa vie. Vous comprenez? Voilà, donc j'ai fait beaucoup d'efforts et on a donc commencé à me donner des permissions de sortie. Je sortais, j'allais voir les enfants. Je revenais, on me disait, voilà, vous avez 24 heures. J'allais, et quand on me donnait la permission, j'appelais Paris, je disais, voilà, je sors tel jour, négociez-moi 2 spectacles. Donc, quand je suis sorti, j'ai joué au bibelot, j'ai joué au coq noir. Voilà, je suis rentré, dormi au cachot, et ça a surpris les gens. Parce qu'on croyait que dès qu'il sort, il va prendre l'avion, revenir au Cameroun. Non, je
suis rentré et je montais toujours le même dossier, je ressortais et j'ai bénéficié de 10 permissions. De 10 permissions pour aller au studio préparer mon projet de réinsertion. L'album Pose-toi la question que j'ai enregistré étant là-bas. J'ai même tourné le clip étant là-bas. Même le clip de la chanson Ne juge point dans un miroir, oh, il faut te regarder. J'étais toujours en détention quand je réalisais ces deux albums, parce que déjà, il ne fallait pas que je donne raison à mes détracteurs qui avaient déjà convaincu mes fans en disant que voilà, on savait qu'il n'ira pas loin, il mérite cela. Bref, les hommes parfaits, pareil, donc je disais, je ne baisserai pas les bras. Et voilà, ça a été une très grande expérience. Donc, étant en prison, en réalité, vous vous sentez comme un poisson dans l'eau, en fait. Il n'y a pas de poisson dans l'eau en prison. Et que vous êtes libre. Non, il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de poisson dans l'eau. Il n'y a pas de prison dorée. Hein. Il n'y a pas de prison dorée. La privation de liberté n'a pas de prix. N'a pas de prix. Même les riches qui sont en prison là, ils en veulent. C'est-à-dire, même le clochard qui donne dans la rue, ils ont besoin de cette place. C'est-à-dire, être libre et dormir dans la rue. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de prison dorée. C'était très dur, mais en tant que battant dans la vie, et nous avons grandi en Afrique. L'Afrique, c'est la galère. Il faut être guerrier pour réussir en Afrique. Ne réussit pas en Afrique qui veut, mais réussit qui peut. Voilà pourquoi vous voyez, beaucoup sont obligés de fuir, aller réussir à aller bénéficier des aides sociales en Europe. Oh. Très bien. Alors, on en parlera davantage de longueur. De toutes les façons, merci de nous faire l'honneur d'être là ce soir pour partager cette expérience avec nous. Alors, Gideon Maké, vous êtes sorti de prison il y a tout juste 4 jours, vous l'avez dit pour être précis. Et une fois sorti de prison, le premier acte que vous avez posé, c'est justement de vous rendre, celui de vous rendre à la tombe de votre mère. De ma fille, maman. Et pourquoi? Parce que je l'ai laissé avant que je ne sois incarcéré. Bon, la nouvelle est arrivée, me trouvant en tôle, que j'ai perdu ma fille maman. Au point où la famille s'est même battue pour voir comment est-ce que on peut m'accorder une permission pour que j'assiste aux obsèques. Bon, il n'y avait pas eu moyen. Bon, cela m'a beaucoup touché et chaque fois que je pugeais ma peine, je pensais toujours à ma pauvre maman. Parce que je me rappelle la dernière fois qu'elle m'avait rendu visite, elle me dit vraiment, mon fils, regarde à quel état tu me laisses. Si on te dit que je suis mort dehors, qu'est-ce que tu vas penser? Tu vas dire quoi? Bon. Moi, je dis, maman, ne me dis jamais un truc pareil. Je vais te trouver dehors. Malheureusement, elle est décédée. Malheureusement, elle est décédée. Et j'ai dit, le premier jour que je vais sortir, c'est d'abord sur sa tombe que j'irai me prosterner pour essayer un peu de la demander pardon, parce que je ne sais pas avec quel genre de... Comment est-ce qu'elle est partie, ou bien elle est partie comme ça avec le cœur crispé. Pour moi, je ne sais pas. Pour qu'elle sache que son fils n'est plus incarcéré, il est déjà libre. Très bien. Parce qu'elle est tombée, elle est partie, elle sait que je n'étais pas libre. Ok, alors racontez-nous cette séquence lorsqu'on vous annonce que vous devez franchir le seuil de l'université, le portail de l'université de Nobel, comme on l'appelle. Lorsque vous sortez de là, est-ce que vous avez bénéficié d'un accompagnement quelconque, d'un appui pour assurer par exemple votre transport, rejoindre votre famille, etc. Oh là là, ce jour avant de sortir, j'étais
c'était vraiment... En ce qui concerne le transport, je n'ai pas bénéficié d'un transport, mais je sais que j'ai bénéficié l'aide venant d'une sœur pour que j'essaie de voir comment je vais payer mon amende et que je sorte, puisque j'étais déjà la peine. La cour d'appel m'avait déjà réduit 2 ans sur les 10 ans. On m'a donné 8 ans et il fallait que je paye encore une peine d'amende par contre. Si je ne paye pas, je vais encore puger 9 mois. Donc j'ai essayé de suggérer à mes parents, à ma petite famille en Godi et à la révérende sœur Jacqueline Atabon aussi, qui m'a soutenu à l'intérieur. Donc, avant de sortir, je n'ai pas reçu un transport d'une autorité quelconque de la petite prison. Alors, et depuis que vous êtes sorti de cette prison, vous nous disiez que vous êtes rentré dans une nouvelle prison, bien qu'étant en liberté. Si. Comment comprendre? Parce que je suis arrivé même de se mettre la tête, c'est pas facile, puisque en prison même, j'avais d'où je mettais la tête. Donc, même ici à la ville, c'est d'abord d'où tu mets ta tête qui est d'abord très important. J'avais laissé mon chantier que je devais vraiment finir. Je n'ai pas pu le finir. Pourquoi? Parce que je suis tombé dans des problèmes. Au point où je n'ai eu personne qui pouvait me donner un coup de main. Je croyais que si je sortais, je devais intégrer dans ma maison. Bon, il n'y a pas moyen. Je suis obligé de racouler auprès de mon petit frère. C'est moi qui devais lui demander que j'essaie un peu de caser là, mais c'est lui qui me demande, grand frère, habite-toi d'abord à côté de moi. Si je ne dors pas à côté de lui, je peux me retrouver dehors. Et c'est comme ça que je peux être raflé de moi après-demain. Et je me retrouve dans des problèmes. C'est un peu ça. Donc je ne suis pas... C'est pas facile. Bien sûr, c'est pas facile. Et la société, comment elle vous accueille? Le regard qu'on porte sur vous, au sein de la famille, votre entourage? Non, tout l'entourage est fier de voir leur frère qui part dans un endroit où c'est pas facile de revenir. Les gens meurent tous les jours. Comme le frère vous a dit tout à l'heure, il n'y a pas de super prisonnier. Vous avez même des millions là-bas. Tout c'est dans le moral. Bien sûr, c'est dans le moral. Il y en a certains qui veulent même, ce ne reste que des permissions. C'est pas facile. Oui, il faut essayer de traverser, il faut engager les procédures, il faut voir tel, il faut voir tel. Tu n'as pas les moyens en prison, tu ne peux pas survivre. Tu vas manger le maïs aujourd'hui jusqu'à ta sortie de prison. Oui. Vous avez connu des cas comme ça? Mais bien sûr. J'ai connu des cas comme ça jusqu'à nos jours. Ils sont là-bas, ils souffrent. Il y a, comme je vous ai dit, en ce qui concerne la ration, il y a les moments où la sœur demande à elle a les gars qui travaillent avec elle, là, les détenus, pour aider les démunis qui n'ont rien. Donc ça fait pratiquement même 2 fois par semaine. Il y a un détenu, celui-là on l'appelle Chihuahua. C'est lui qui est chargé de distribuer la nourriture à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'ont pas de visite. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui restent comme ça, ils vivent qu'aux dépens du maïs. Si tu lui donnes 100 francs, ça peut lui permettre de survivre ce jour et le lendemain, il faudra encore que tu l'aides. Bon, il y a ceux aussi qui se défendent à essayer d'apprendre à faire quelque chose. Parce qu'il y a eu des ateliers que la communauté, toujours grâce à cette sœur que je vous ai parlé là, c'est à la prison que moi je l'ai connue, je ne la connaissais pas avant. Mais on dit toujours que Dieu t'arrache une maman et te donne encore une autre quelque part. C'est ce qui m'est arrivé. Et que vous me voyez, si on dit à quelqu'un que j'étais en prison, il ne peut pas accepter. Pourquoi? Parce que je priais mon Dieu tous les jours. La dernière fois que le grand frère est venu donner un peu le chaud dans les 4 murs, j'ai dit vraiment, c'est cette année que moi aussi je vais voir le dehors. Donc, c'est pourquoi? Parce que je me sentais déjà libre.
il a encore apporté beaucoup de liberté. Il est venu ouvrir il a apporté la clé de la liberté pour aussi. Peut-être ne sait pas ça. Parce que j'ai eu l'occasion de danser un peu, mais j'entendais toujours, je voyais dans la télé. C'était pas facile. Je me disais que quand est-ce n'amène de nous beaucoup, je parle sans patois, n'amène de nous beaucoup, je vais voir le dehors quand. Et le dehors est à côté de toi, c'est pas facile. Ça, ce n'est pas du tout facile. Alors, sorti de là, vous retrouvez votre fils qui est inscrit en classe de 5e aujourd'hui. Oui, il était en 6e. On m'a appelé pour me dire que Junior il allait en 5e. Lui et moi on causait souvent. Étant en prison. Si. Il y a les gardiens que j'essaie un peu de les joindre. Mon frère aide-moi un peu à appeler la famille. Il me donne son téléphone, j'appelle. Après d'avoir fini de communiquer, je peux rentrer dans mon quartier. S'il est de garde, je viens le suivre. S'il y a possibilité que je charge même le transfert de 500 francs ou 1000 francs, je vais charger dans son téléphone, il va me permettre de poser. C'est comme ça, parce qu'on ne nous permet pas d'avoir les téléphones en prison. C'est difficile. On te trouve avec le téléphone, on arrache. Et oui, c'est comme ça. Et le contact avec la famille, la possibilité d'aller rencontrer la famille, contrairement à Longuet qui, de temps en temps, bénéficiait de cette... Contrairement à la France. Ben oui, contrairement vous ne pouvez pas comparer l'Europe et le Cameroun. Nous sommes vraiment en Afrique. Je vous dis, ça c'est de la pourriture. On n'appelle plus ça prison. C'est le mot. C'est de la pourriture. J'étais à Kaïlé. Pourquoi? Parce que si vous sortez, vous entrez là-bas, vous sortez, dites que rendez grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Je veux être un peu dur. C'est-à-dire que les dirigeants de ce pays ne soient pas fiers d'eux. Vous comprenez? Parce que, comme je dis souvent, le Cameroun, c'est pas Douala et Yaoundé. Allez un peu à l'extrême nord. C'est comme si vous êtes en Afrique de l'Ouest. Vous revenez de l'extrême nord. J'étais à Kaélé, j'étais à Garoua, j'étais à Gaoundé, j'étais à Mbé. Mais on dirait que le Cameroun se limite à Douala et Yaoundé. Il n'y a plus personne, il n'y a rien, on a tout abandonné à l'arrière du pays. C'est la même chose quand vous entrez en prison. C'est une pourriture. Donc les gens ne peuvent pas diriger le pays, porter des beaux costumes, entrer dans des avions, ils ont des châteaux, des palais, et dire que voilà, le pays se porte bien, tout va bien. Il faut qu'on arrête à un moment. Et comme les Camerounais, il y a beaucoup de lâches, de béni-mimi, ils ne parlent pas. Et quand il y a quelqu'un qui veut parler comme le gars, on dit qu'il a grande gueule, il cherche des problèmes, fait ceci. Mais si on ne parle pas, qui va donc parler? Qui va donc parler? Tous ces gens, c'est des lâches, ils ne parlent pas. Moi, j'étais à la CIATV Garoua, les toilettes sont pourries. Mais malgré l'état pitoyable, ou disons le tableau sombre que vous peignez de nos prisons, vous avez à un moment sollicité le retour au pays pour purger votre peine à la prison de Newbel. Mais bien sûr, c'est mon pays, même si c'est pourri. Mais n'hésitons pas de le rappeler. Regardez le frère, il a dit tout à l'heure c'est une pourriture, mais j'ai du mal à croire qu'il était en prison. Parce que moi j'ai des orphelins que je soutiens là-bas, j'ai donné 100 000 à un détenu qui m'a dit, grand frère, je peux vendre les beignets là-bas et tout. Vous comprenez? J'avais d'abord payé la corvée de ce petit, j'avais payé 200 000, il sortait, il venait, j'ai payé, il a dit bon, je paye l'auto-école, moi j'étais encore en prison. J'ai envoyé 500 000, hein? 200 000 pour Ewané et 200 000 pour Eyango. Hein? J'ai payé l'auto-école. Et quand c'est un jeune de 20 ans, vous voyez, il n'a pas pu respecter, on l'a recondamné encore. J'ai dit, je ne t'abandonne pas, parce que je connais ta maman, c'est un enfant pauvre. Et c'est des gamins, il y a trop de gamins, il y a manque d'encadrement. Comment les jeunes ne vont pas faire des conneries? Avec des proviseurs qui demandent 100 000 francs pour entrer au lycée, c'est eux qui envoient des enfants. Ils envoient des enfants au quartier. Vous passez le CP, parce que vous avez échoué le concours d'entrer au lycée, on vous demande de venir payer 100 000 francs.
Les 100 000 francs, c'est pour qui? Ça va dans quelle caisse? Hein? L'école publique, qui est normalement pour les pauvres, est devenue pour les riches. Bien. Le lycée, non, monsieur. Le lycée... Non, ne nous égarons pas du sujet. C'est le même sujet, le social. Nous parlons, parce que la prison, c'est pas seulement être enfermé, comme il dit, même là dehors, là, nous sommes en prison. Parce que les infrastructures que l'État a prévues pour aider les démunis et tout, les riches se sont accaparés. Les riches se sont accaparés. Même les maisons de la CIC qui étaient faites pour des fonctionnaires moyens. Maintenant, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas habiter à la cité-ci. C'est les riches, c'est tout. Mais il faut à un moment, si le président ne peut pas descendre au quartier, que le secrétaire général à la présidence fasse son travail. Que ces gens-là, qu'ils fassent... J'ai suivi que le Premier ministre a annulé une décision du ministre de la Culture. Ils peuvent faire ça dans tous les domaines. Très bien. Pas seulement concernant la musique. Très bien. Alors, restons sur le sujet qui nous préoccupe. Il s'agit bien de la vie après la prison. Est-ce que finalement, à vous écouter, il y a une vie après la prison au Cameroun? Est-ce qu'il y a une vie? Si il faut en avoir une vie, vraiment, si vous êtes soutenu. Parce que si vous n'êtes pas soutenu, vous vous égarez, vous pouvez même faire des bêtises. Justement. Au point où la société ne vous accueille pas, on vous laisse, on vous délaisse. Pensez que qui veut être dernier? Dans le grand dit, personne. Personne. Donc, ce qui veut dire, nous avons un peu dans la tête, chacun un petit talent. Il faut quand même qu'on nous essaie, on nous laisse aussi l'opportunité de nous exprimer. Et vos 4 premiers jours, vos 4 premières nuits, est-ce que vous avez pu dormir, passer des nuits paisibles? Eric, on dirait que tu vivais vraiment avec moi ces premiers jours. C'était vraiment du cauchemar. Je ne pouvais pas dormir. Je me posais la question que je suis où? Tu te rends compte? Je suis où? Pour que la famille même t'assiste, ce n'est pas facile. Si ta personne n'a pas 1000 francs pour t'apporter même un peu de nourriture, tu ne peux pas être en possession de cette nourriture. Je vous dis bien ici à Niebel. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire qu'on apporte un repas pour les... C'est-à-dire il faut, n'est-ce pas, commissionner un gardien. Puisqu'il va vous... On va l'exiger, il faut que tu payes un ticket, il faut que tu payes ceci, il faut que tu payes ceci. Peut-être là, sur lui, 1000 francs, que ces 1000 francs, il veut te laisser ça. Tu penses que ces 1000 francs vont te trouver dedans? Ça ne va pas te trouver. Donc, le gardien va voir mieux de convaincre ta personne. Tu veux voir ton frère dedans? Oui. Qu'est-ce que tu veux lui donner? Je n'ai rien, je n'ai que 1000 francs et la nourriture que je veux lui laisser. Bon, tu sais que pour entrer, il faut que tu payes ceci, tu payes ceci, tu payes ceci. Bon, lui, c'est la première fois. Je vais faire comment? Je vais voir mon frère. Je suis obligé. Autant de choses. Très bien. Alors, et vous, le longueur, durant 3 ans, passé dans une prison en France, il faut le rappeler, qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris beaucoup de choses, tonton. J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, quand vous me voyez déjà m'exprimer, vous comprenez que je suis devenu plus mature. Et j'ai appris à être fort dans la vie. Et il faut être patient parce qu'en prison, vous ne pouvez qu'attendre. Vous n'avez pas deux choses, il faut attendre. Il faut attendre et... C'est pas facile d'être dans un milieu où vous voyez quelqu'un qui vous dit tonton, ça fait 15 ans que je tourne. Vous voyez quelqu'un, il vous dit ça fait 15 ans qu'il tourne et il est libérable en 2025. Je dis, mais comment il fait pour tenir? Comment il fait pour tenir? Vous le voyez, il fait son sport. Il faut être fort. Sortir dans un milieu comme ça, sans fumer, je ne fumais pas. Je ne fumais pas, je ne me droguais pas. Je faisais du sport. Du sport, il n'y a que le sport là-bas. Mais ici, il n'y a pas des infrastructures. Il n'y a rien pour occuper les détenus. Il n'y a pas d'activité. Si ce n'est pas peut-être la bonne sœur ou les... Il n'y a pas. Décrivez-nous un peu votre cadre d'incarcération. Disons qu'en prison, il y a un grand terrain de foot. Un grand terrain de foot
Il y a une salle de sport avec toutes les machines. Toutes les machines que vous pouvez imaginer quand vous allez peut-être au Sawa et vous voulez aller faire le sport. Donc il y a une salle de sport, il y a un professeur de sport qui est là tout le temps. Il y a beaucoup d'activités. Hein. Il y a des formations soudure, formation, et vous allez en formation, on vous paye. Vous comprenez? Parce qu'il y a un SPIP, conseillère d'insertion et de probation, qui est là pour vous écrire, monsieur, voilà, je peux vous rencontrer tel jour, et que vous conseille que, voilà, est-ce que vous pouvez faire ceci? Il y a aussi la mission catholique pour des jeunes majeurs ou mineurs, je ne sais pas. Vous comprenez, des 20 ans, 22 ans, qui peuvent trouver des formations à l'extérieur. Actuellement, j'ai laissé, on installait Pôle emploi en prison, parce que Pôle emploi, c'est à l'extérieur. Mais maintenant, ils ont décidé d'installer Pôle emploi en prison. C'est-à-dire, il suffit d'aller, vous cherchez du travail, vous allez, il y a un bureau de Pôle emploi, vous allez dire, je veux faire tel travail, et ça compte pour votre réinsertion. Le juge verra si depuis que vous êtes incarcéré, si vous faites des efforts, si vous cherchez du travail, si vous avez fait une formation, si vous passez un diplôme comme le bac, on vous libère aussitôt. Hein. C'est-à-dire, disons que, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, sur 8 ans, en tant que primaire, j'étais libérable au 1/3 de ma peine. Et le 1/3, il faut d'abord enlever les remises de peine, les réductions de peine. Il faut les enlever. Quand on les enlève, ils restent dans les 6 ans comme ça, et on les divise par 3. C'est ça le tiers de peine. Et dès que vous fournissez des efforts de réinsertion tels que passer un diplôme, ou alors indemniser volontairement les victimes, le juge d'application de peine considère que vous avez fourni beaucoup d'efforts et qu'ils ont des garanties pour votre réinsertion, on vous libère. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Et lorsqu'on vous libère, qu'est-ce qui se passe? Mais puisqu'on vous libère, on vous laisse partir, on vous dit au revoir? Non, on vous libère, non, on vous est suivi. Déjà, on vous libère parce que vous avez présenté un projet, parce que vous avez présenté une formation, c'est-à-dire il y a une société qui va envoyer le contrat, dit que voilà, il viendra se former dans notre société. Alors le juge vous accorde une libération conditionnelle. La seule condition, c'est d'aller apprendre le métier. Vous comprenez? Si vous ne respectez pas cela, vous rentrez à piger votre peine en prison. Moi, la condition qu'on m'a donnée, c'est de ne pas venir en France jusqu'à ma fin de peine. Alors, donc si moi je rentre en France là maintenant, ça veut dire que je n'ai pas respecté cette condition, je suis obligé de rentrer en prison, puis je m'appelle jusqu'en janvier 2017. Ouais, jusqu'en janvier 2017. Donc, j'ai l'obligation de respecter cette condition. Ouais, donc, c'est la même chose quand on vous libère par rapport à un projet de réinsertion ou alors vous avez eu un contrat de travail. Et il faut que les sociétés ici travaillent avec des magistrats. Mais c'est dommage parce qu'il faut d'abord un juge d'application de peine. C'est ça, parce que les sociétés ne peuvent pas travailler parce que il n'y a pas de juge d'application de peine qui peut revoir votre peine. Il faut attendre la Cour suprême ou le président de la République. Il faut décentraliser les choses. Le président de la République ne sera pas là pour fouiller 10 millions de dossiers. Vous dites je donne 1 an ici, 1 an là-bas, 1 an. Il faut décentraliser les choses. Nommer les juges d'application de peine et nommer aussi les SPIP, conseillers d'insertion et de probation, qui vont suivre les détenus avec des garanties. Et quel est leur rôle de ces conseillères-là? Leur rôle, quand on dit conseillère, c'est-à-dire, elles vous conseillent, par exemple, est-ce que vous pouvez faire la soudure? Est-ce que vous ne pouvez pas aller à l'école? Moi, je vous conseille de faire ceci. Le monsieur dit, bon, madame, moi, je peux travailler à tel endroit, trouvez-moi du boulot à la ferme. Il y a les gars qui sortent pour aller travailler à la ferme, où on élève les canards et les porcs. Il y a les gars qui vont travailler pour tirer les palettes. Vous voyez? Il y a des palettes qui gagnent 1500 €. Logé, on vous dit, bon, on peut vous accorder un aménagement de peine si vous allez travailler peut-être à Lyon pour tirer les palettes. Il y a d'autres pour tirer les pommes. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de possibilités. Ça veut dire toutes les sociétés ici, les sociétés doivent travailler avec les magistrats pour la réinsertion
des personnes condamnées. Vous comprenez? Les sociétés doivent travailler. Un monsieur qui a une scierie, ou bien un vendeur de planches à Congo dit, bon voilà, je signe un contrat de travail. Ou un monsieur qui a un garage, dit que voilà, il viendra en formation chez moi, il signe un contrat, il envoie au magistrat, que voilà, ce monsieur viendra apprendre chez nous. Bon, il y a plein de sociétés, les quincailleries. Très bien. Alors, Gideon, est-ce que c'est le cas ici? Je crois savoir que vous avez appris à confectionner, vous avez appris la couture, la petite couture. Oui, étant en prison, est-ce que c'est le cas tel que le décrit Longuet? Non. Vous y trouvez un lien, un rapprochement? Tout le monde en profite? En prison, ce n'est pas le même cas, puisque là-bas, ça dépend de la volonté de tout un chacun. Tu ne vas pas forcer à quelqu'un de venir apprendre une formation quelconque. Donc, nous autres qui avons des lourdes peines, pour que on ne laisse pas passer ces années-là comme ça, il faut qu'on profite au moins un petit. On doit avoir un surplus dans la tête. Donc, nous sommes obligés de s'intégrer dans des centres de formation que nous avions trouvés, que c'est grâce toujours à ces sœurs, comme je vous ai expliqué là. Elles ont ouvert des centres de formation de couture, la maintenance informatique, il y en a la fabrication de sacs en perles. Donc c'est toujours des choses que quelqu'un peut sortir. Il a le capital, il décide que bon, je vais gagner ma vie en faisant ceci. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça. Mais vous avez appris la couture? Moi j'ai appris la couture. J'ai trouvé des anciens qui avaient aussi des peines de 10 ans, qui ont purgé leurs peines. Moi j'ai vu comment ils travaillaient leur prison. On te dit que celui-ci a 10 ans. La manière qu'il travaille, donc tous les jours, c'est qu'il a quelque chose à faire. Ça le permet, les années passent, tu n'es pas beaucoup crispé. Même si c'est que la famille te délaisse, tu sais que derrière ceci, tu vas éviter de manger le maïs comme les autres. Donc c'est un peu la différence. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ça faisait à ce que je me suis engagé à apprendre la couture quand j'ai constaté que on m'a donné une peine de prison 10 ans, je suis déjà à 12 ans. Merde. 8 ans c'est beaucoup, je suis très jeune, je vais faire comment? Est-ce que je vais arriver? Donc j'ai prié mon Dieu, il m'a orienté. C'est pas quelqu'un qui m'a arrêté la main. J'ai essayé de voir un peu comment est-ce que je peux travailler comme celui-là, qui avait aussi 10 ans que bientôt ça va finir. Il faut que je sois un peu comme lui. Donc si je vais le faire. Donc, je me suis renseigné auprès de ces anciens chefs. Celui-là, on l'appelait Bassar. Il était comme chef d'atelier. Ce chien est détenu, il est sorti. Et à son âme même, il est finalement mort. Comme nous est venu nous dire. Il m'a engagé, j'ai commencé à apprendre sur la coupe. Comment est-ce qu'on coupe une pièce pour la confectionner. Oui, à l'apprentissage, là, je me suis persévéré. Pendant que d'autres des anciens sortent, nous aussi les anciens qui sommes là, on doit les mettre en tête que nous serons là pour former aussi d'autres qui en auront besoin. Si tu apprends quelque chose, essaie aussi de faire ce que l'autre aussi en profite. Parce que je l'ai reçu gratuitement, je n'ai pas payé. Sauf qu'une fois sorti, oui. Aujourd'hui, vous avez de multiples interrogations. Oui. Il n'y a pas d'accompagnement. Bien sûr. Pour vous installer à votre propre compte, continuer à exercer cette activité que vous avez apprise en prison. En prison. Et pour vous, c'est le plus dur. C'est le plus dur, mon frère. Donc, je sais que il faut frapper dans les portes, on va t'ouvrir. Bon, j'essaie encore de voir, je viens encore, je suis fraîchement du dehors, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Mais je sais que, par la grâce de Dieu, Dieu va m'orienter, ou il va toucher le cœur de quelqu'un, il verra que vraiment celui-là, il ne faut pas que je le laisse, il s'égare, il a quelque chose dans la tête, il faut que je le laisse, il s'exprime pour qu'il voit aussi comment il va gagner sa vie,
Est-ce que vous avez un projet? Si j'ai un projet. Lequel? Je veux vraiment ouvrir un grand atelier chez moi là. Puisque je ne suis pas en location, j'ai quand même un espace que je peux construire, ouvrir quelque chose. Pour que, tu sais, même ici, pour que tu ailles déposer même quelque chose quelque part, il faut que tu payes. Donc, Dieu merci, mes grands-parents n'ont pas eu à vendre leur terrain. Parce qu'ils savaient que nous, les petits-fils, nous aussi, nous aurions envie de construire. Donc, comme j'ai trouvé un espace, j'ai fait un truc. Je n'ai pas pu finir ça. J'ai fait un studio moderne et j'ai aussi encadré l'espace que je peux ouvrir même 3 boutiques. Donc il y en aura 2 pour location et une boutique que ça sera une pièce d'atelier de couture pour moi. Donc c'est ça. Donc maintenant, votre projet c'est celui-là et vous manquez justement les moyens pour bien sûr, pour atteindre mes projets. Alors une fois de retour Longué, vous êtes investi dans le social à travers la création d'un centre culturel Longué. Est-ce que de par votre expérience, vous allez vous intéresser à la réinsertion sociale des détenus? Obligé, plus que je suis mieux placé pour savoir ce qu'un monsieur qui sort de prison peut endurer, et surtout dans un pays aussi pauvre. Si Dieu a encore beaucoup de choses à faire, c'est en Afrique. Dieu a encore beaucoup de travail à faire en Afrique. Donc, déjà pour le frère, je suis très touché parce que vraiment, c'est un bosseur. C'est un bosseur et quand vous travaillez, vous avez la grâce de Dieu. Parce que Dieu n'accorde pas sa grâce aux paresseux. Vous comprenez? Dieu accorde, c'est comme la justice aussi, le juge d'application de peine, pour qu'on vous accorde des remises de peine, il faut bosser. Donc c'est vrai, c'est un peu dur mon frère. Je suis entre le centre culturel et le nouvel album qui va sortir. D'autres orphelins que je suis, mais je verrai. J'ai fait un don à la prison de Kondengui le 24 de ce mois. Je serai toujours accompagné par les brasseries du Cameroun. C'est la dernière fois. Voilà, mes partenaires fidèles, ça fait 15 ans de collaboration. Mais je verrai pour votre projet, si, avec un truc symbolique, rien que même pour acheter les ciments, pour finir votre projet. Même 100 sacs de ciment. C'est une promesse là? Oui, c'est une promesse. Après l'événement de Kondengui. Après l'événement de Kondengui, 100 sacs de ciment, je crois que ça fait 500 000. Comme ça. Comme ça. Tout ça, c'est pour qu'on comprenne que c'est pas parce qu'on va en prison qu'on est un monstre. On n'est pas un monstre. Il a un projet. Il y en a qui sont libres, qui n'ont même pas de projet. Hein? Qui n'ont même pas de projet. Très bien. Ça, vous l'avez dit. Alors, Gideon Longué s'engage justement à vous accompagner dans votre projet. Un mot là-dessus. Vraiment, tout ce que je peux encore dire aux grands frères, que Dieu continue vraiment à augmenter le centuple sur ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que il a toujours prouvé que c'est un homme généreux, très très généreux. Dernièrement, ça fait pas 2 mois qu'il est venu dans le pénitencier, il a fait bouger un peu les 4 murs, vraiment un grand frère. Je te dis beaucoup merci. Merci. D'ailleurs, le gars qui devait me livrer le matelas, oui, j'ai payé ce monsieur, jusqu'aujourd'hui il ne m'a pas livré le matelas. Et je risque de le porter plainte. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas s'amuser quand même. Des gens sont en prison et on a pensé acheter des matelas parce que les gens dorment. Donc, ce monsieur, je ne sais pas s'il regarde la télé, s'il y a des gens qui regardent, qui disent à ce monsieur que voilà. Parce que moi, je ne me cache pas, je ne triche pas. Très bien. Ça, vous l'avez dit. Et nous suivrons justement pour le cas de Gideon pour rendre compte à nos téléspectateurs sur l'engagement que vous venez de prendre, Longué. Et justement pour voir ce que vous deviendrez peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, etc. C'est aussi le but de cette émission. Mais est-ce que vous aurez un mot à l'endroit de ceux qui vous regardent ce soir, ce que vous avez laissé à l'université de Nouvelle? Je peux pas manquer sans avoir un mot pour eux. Pourquoi? Parce que
jusqu'à l'heure actuelle, je partage toujours la même peine avec eux. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore assis. J'essaie encore de pousser le bouchon, mais je sais qu'un jour, ça va aller. Tout ce que je peux leur dire, ils ne doivent pas perdre espoir. Ils doivent toujours prier le bon Dieu. Pourquoi? Parce que chaque chose dans la vie a son temps. Si ce n'est pas fini, tu ne peux pas sortir. Donc il faut que ça finisse avant qu'ils sortent. Je ne leur demande même pas d'avoir des idées à vouloir raccourcir le chemin de ces choses. Pourquoi? Parce que dans la vie, chaque chose a son temps. Très bien. Et vous, longueur, sur la question de la réinsertion au Cameroun, avec votre expérience vécue sous d'autres cieux et ce que vous avez vu ici au Cameroun, quelle est la recommandation que vous pouvez formuler au moment où nous sortons pour le reportage? Déjà que l'État essaie de mettre les structures en place, parce que s'il y a des volontaires, ils feront comment? Il faut que l'État essaie d'abord de mettre un juge d'application des peines qui verra comment faire pour aménager les peines. Et maintenant, les sociétés, nous, en tant que des ambassadeurs des personnes incarcérées, nous ferons la promotion, comme on fait la promotion en disant aux gens que vivre avec le sida ne veut pas dire qu'on peut contaminer les gens. Donc nous ferons cette campagne en disant que trouver du travail aux personnes libérées, ce n'est pas des monstres. Vous pouvez travailler pour la réinsertion des détenus. Très bien. Alors, très renseigné, Regard Social a eu l'information justement sur la sortie de prison de M. Maké Gideon et nous l'avons suivi dès les premières heures de sortie de prison de la prison centrale de New Bel à Douala avec la caméra de Samuel Tufa, le chef opérateur de cette émission. Nous l'avons suivi dans ses premiers pas, ses tout premiers pas après avoir franchi le seuil même de cette barrière qui semble jusqu'ici ce mur infranchissable pour de nombreux détenus qui y sont et qui nous regardent ce soir. Nous proposons de suivre ce reportage. Nous sommes allés dans le quotidien de Gideon, le tout premier jour de Gideon au sorti de cette prison. Nous proposons de suivre ce reportage et juste derrière les analyses assez croustillantes et surtout édifiantes des experts qui ont été triés justement au volet et qui vous gratifieront justement de leurs analyses. À tout de suite. Voici Gustave et Gédéon, deux amis frères des mêmes quartiers à Douala. Ils ont été libérés de prison après avoir passé 9 ans et 6 mois pour Gédéon et 3 mois pour Gustave. L'équipe de Regard Social assiste alors à leur retour dans la famille au quartier Ngodi. Le premier geste de Gédéon dès le retour parmi les siens, c'est de rendre hommage à sa mère et demander pardon pour n'avoir pas assisté à ses obsèques. Maman, je disais que ton pauvre fils, qui t'a beaucoup manqué, est déjà de retour. Tu sais que j'étais dans des problèmes. Ça m'a beaucoup fait mal d'entendre ces gens de toutes nouvelles. Au point où c'est pas une nouvelle qu'on pouvait camoufler, mais c'est arrivé. J'ai pris comme j'ai pu prendre, mais ça m'a vraiment blessé. Jusqu'actuellement, j'ai une blessure dans mon cœur. Au point où on t'a mis ici dedans, je n'étais pas à côté. Mais j'ai aimé que ton nom se repose un peu. Aide-moi pour que mes côtes souffrent. La souffrance est finie. Je compte tout. Je sais que vous êtes mort, mais dans le monde des morts, vous êtes vivants. Vous écoutez parce que vos esprits restent. Et c'est le corps qui se repose. La séance de pardon aux parents terminée, Gédéon et son ami frère peuvent être accueillis par les amis et partager la joie de retrouvailles. L'autre étape de ces deux jeunes gens, c'est la visite du chantier de construction de quelques studios engagés par Gédéon avant son incarcération. Les tôles et les lattes, ainsi que les murs,
ont subi les affres des intempéries. 9 ans et 6 mois, beaucoup de choses ont changé en l'absence de Gédéon. Parce que c'est la seule chose qui me tient d'abord premièrement en cœur. De venir d'abord voir mon chantier que j'avais laissé. Parce que je pensais comment est-ce que je l'ai laissé au niveau où vous le constatez. C'est là, ça n'avait pas de suite. Le temps que j'ai passé là-bas, l'argent que j'ai dépensé, ça pouvait m'aider à finir mon chantier. Donc, quand je passais tout ce temps là-bas, je pensais toujours à mon chantier. Pourquoi? Parce que ça, ici, ce sont mes efforts. Donc, ça m'a pas... Donc, même comme cela est là, je n'ai pas encore mis... Comme ce n'est pas fini, je ne suis pas encore laissé. Je me sens toujours prisonnier. Gédéon qui respire à peine l'air de la liberté ne se sépare pas de son laissez-passer. Il y a à peine... ça fait pas 1 heure de temps que je suis sorti de prison. Mais je venais tout juste de sortir. Voici mon niveau de cours que je vous présente. Vous pouviez le constater. C'est mon bulletin de lever de cours. Gédéon regrette le temps qu'il a passé en prison. Il aurait dû avancer dans son chantier. Un chantier envahi par les herbes sauvages. C'est donc le plus dur qui commence pour Gédéon qui n'a pas d'endroit où aller et qui n'a pas d'endroit où dormir. Devrait-il considérer que c'est une autre prison qui commence? Si après être libéré des geôliers, il n'a pas où dormir, encore moins quoi manger. Je vais toujours dormir, je vais d'abord supplier mon petit frère. Je n'ai eu d'où aller, je ne peux pas aller dormir en route, on risque de me rafler. Je suis obligé, je vais trouver mon petit frère, Dieu merci. Je vais lui demander que mon petit, puis toi je dors d'abord avec toi. En attendant que vraiment Dieu nous aide pour qu'on voit comment on peut décanter cette situation pour que je finisse ce chantier, j'intègre, que je sache que je suis aussi dans ma maison. Si la vie est un éternel recommencement selon certaines indiscrétions, Gédéon, âgé de 33 ans aujourd'hui, se souvient des causes de son incarcération. Je me suis retrouvé en prison parce que j'avais porté quelqu'un sur ma moto, ne sachant pas que ce dernier c'était une mauvaise personne. Bon, j'ai été interpellé ce jour, je me suis arrêté, on nous a arrêtés. On m'a demandé de me présenter, je me suis présenté, on a scellé mes pièces. Et le client en question, il détenait un mauvais objet chez lui. Bon, c'était une mauvaise personne qu'on cherchait, quoi. Je me suis retrouvé emballé dans un problème que je ne connaissais même pas le début. Jusqu'à ça m'a conduit en... Son séjour à la prison n'a jamais été un long fleuve tranquille. Gédéon a été emballé dans l'ignorance du jeune détenu. Je n'avais personne qui pouvait suivre mon problème. On m'avait même conseillé des avocats. Bon, je n'avais pas de suite. Je me suis emballé dans des problèmes au point où je suis entré incarcéré. Je ne connaissais même pas la date que je devais me retrouver au parquet. Donc j'étais complètement perdu. Au point où on m'a collé des motifs. Ne concernant même, donc sans vous mentir, si je me retrouve aujourd'hui à la vie libre, je dis que Dieu est grand. Parce que c'est toute une histoire, c'est un cahier que j'ai vécu dans le pénitencier. Oui, vraiment, la vie est très difficile. Dans la prison, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que des gens vivent, des gens meurent tous les jours. Je dis bien tous les jours, les gens meurent. Depuis sa sortie de prison, Gédéon ne cesse de dire merci à tous ceux qui ont contribué pour sa libération. Pour l'instant, il pense déjà à son avenir qui qualifie d'incertain parce que sans moyens financiers et sans soutien. Pour moi, je suis très content parce que je ne suis plus prisonnier. Je suis libre. Donc, je ne suis plus celui qu'on surveille. Et oui.
Donc, comme j'ai déjà mon bulletin au niveau du cours, je ne compte plus y retourner dans cette dite maison un jour dans ma vie. Vraiment, il est bien vrai que se réinsérer dans la société, ce n'est pas du tout facile. Vous voyez, quand quelqu'un est sur place qui ne fait rien, ça peut le pousser à faire vraiment ce qui ne vient pas dans son cœur. Oui, je vous le dis pourquoi, parce que ce n'est pas du tout facile. Je suis sorti de prison, mais je me dis peut-être que je suis entré dans la grande prison. Pourquoi? Parce que la grande prison, j'ai mon fils que je dois veiller sur lui. Moi-même, il faut que je veille sur moi. Voilà mon chantier. Je ne sais comment est-ce que je vais commencer, quelle porte je vais frapper, qui peut m'aider. Donc, je suis vraiment à bout. Sur le plan sentimental, Gédéon voudrait redevenir un homme véritable, un père de famille, surtout lorsqu'il se souvient qu'au moment de son incarcération, son fils était âgé de 3 ans seulement. Avant d'aller en prison, si j'ai laissé un gosse de junior, toujours il a 13 ans, il va en classe de 5e. Si j'ai des projets, je compte continuer tout ce que j'ai laissé qui n'a pas eu une suite. Je compte finir ça et trouver les moyens d'être en position des moyens et finaliser mon chantier, me domicilier et voir comment aussi je peux déjà être en position aussi d'une femme qui va s'occuper de Junior. Oui. Y a-t-il une vie après la prison? À chacun de trouver une réponse à cette question. Gustave, qui venait de passer 3 mois en prison, est un ami et frère de Gédéon. Il pense que son séjour en prison aura été moins violent grâce à Gédéon. Bon, le grand frère Gédéon, quand il m'a vu, au normal, il a été surpris de me voir dans un milieu pareil. Bon, qu'est-ce qu'il avait à faire comme grand frère? Son devoir, il était soucieux. Parce qu'il me voyait trop gamin par rapport au milieu. Vu que lui, il avait déjà passé 9 ans, 3 mois. Il avait un peu d'expérience. Bon, il ne voulait pas que je m'emporte par la prison. Là, il essayait de me prendre, de me mettre à ses côtés. Jusqu'à ce jour que je suis sorti avec lui. Donc, ça c'est un grand frère qui étant à l'intérieur, il m'a un peu parlé de ses projets. Il m'a dit vraiment, de sa sortie, il ne sait même pas là où il va se caser. Bon, c'est là sa sortie qu'il va essayer de voir ceux qui vont lui venir en aide et tout, comment il va essayer de reconstituer sa vie. Parce qu'il a un gosse, comme il vous a expliqué. Bon, en prison, le grand frère ne faisait que me comprendre. Il me faisait comprendre que dès sa sortie, s'il a les moyens pour qu'il se recase, il reforme sa vie, il avait laissé un chantier qui n'avait pas pu finir. Bon, il envisage finir son chantier et refaire sa vie, avoir une épouse et se marier. Actuellement, ce sont les moyens qui le manquent. Sinon, depuis 9 ans, 6 mois qu'il a laissé son chantier, il est venu trouver ça intact. Bon, il y a beaucoup à refaire, il n'a pas d'abri. Voilà la vie d'un homme qui a souffert, raconté en raccourci, par lui-même et par son ami et frère du quartier Ngodi à Douala. Gédéon et Gustave sont regardés différemment par leurs voisins. Ils ont besoin du soutien de tout le monde pour se refaire une vie. Et ainsi va le quotidien de Gédéon fraîchement sorti de prison avec bien sûr son compagnon. Il a eu le temps de se faire un ami qui est certes un cadet.
avec qui il envisage de faire chemin dans ce processus de reconstruction psychologique, de reconstruction ou alors de réinsertion sociale. Et puisque nous parlons de réinsertion sociale, nous recevons en plateau ce soir des experts qui vont nous aider à comprendre réellement ce qui ne va pas ou alors les bons et les mauvais points de la réinsertion sociale au Cameroun, établir les responsabilités et surtout proposer des solutions pour le Cameroun soit un pays qui prend en compte justement avec priorité d'ailleurs la question de la réinsertion sociale des anciens détenus. Pour en parler ce soir, nous recevons Maître Charlotte Tchakounté. Bonsoir Maître. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Merci. Vous êtes avocate inscrite au barreau du Cameroun. C'est exact. Très bien. Docteur Djengwe Herero. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. Et je souris parce que j'ai pris la mauvaise habitude, pardonnez-moi, de décorcher votre prénom. C'est bien Herero et non Herero. Donc docteur Djengwe Herero, vous êtes psychologue clinicien. Et la sœur Jackie Atabon, dont a fait mention le jeune Gideon tout au long de son passage en première partie dans cette édition. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Bien. Et vos nombreux amis détenus? Je suis là avec eux. Très bien. Nous sommes ensemble. Très bien. Alors je signale que vous êtes religieuse, on le voit de par votre accoutrement, mais vous êtes surtout la coordonnatrice d'une organisation qui s'appelle... d'une organisation dénommée Soutien et Soins aux victimes offenseurs. Donc cela vous permet justement d'être au contact de ces détenus régulièrement. Et puis je signale également que nous bénéficierons de l'analyse de Luther André Meka, qui est sociologue, qui est doctorant par ailleurs et qui nous permettra de comprendre réellement le comportement de la société à l'égard de ces anciens détenus et qui sont parfois rejetés, qui sont parfois victimes de ce regard plutôt condescendant. Alors ma sœur, j'entre dans le vif du sujet. Avec vous, qu'est-ce que vous en dites sur la question de la réinsertion sociale? Est-ce que c'est une question préoccupante? Oui, pour moi, la réinsertion sociale est une question vraiment fondamentale. Parce que lorsque quelqu'un est condamné, la prison n'est pas la maison de quelqu'un. Il y a personne qui va demeurer là-bas pour toujours. Et surtout ici au Cameroun, il y a souvent la clémence. Donc la personne va un jour sortir de la prison. Il faut commencer à préparer la personne dès l'entrée parce que la condamnation traumatise énormément et beaucoup de gens ne connaissent pas ce qu'il y a à la prison, donc la famille, les amis, tout le monde disperse dès qu'on te condamne. Et la personne est traumatisée, elle entre en prison, il ne connaît pas le lieu, c'est différent de sa maison et tout. Donc la personne doit être préparée pour accepter d'abord la prison. Et c'est le manière qui va accepter la prison et cheminer dans la prison qui va l'aider de se réinsérer. Donc la réinsertion sociale doit commencer dès le premier jour de l'entrée à la prison. Et ça a plusieurs volets. Ça doit commencer avec la personne même, psychologiquement, moralement, spirituellement et socialement. On doit aussi aider la famille de la personne de garder le lien, le contact avec la personne. Parce que dès que tu es abandonné avec la famille, parce que tu es coupé, ce serait plus difficile de faire le lien encore. Donc nous encourageons beaucoup la famille de rester en contact avec la personne pour que la réinsertion sociale soit plus facile. Mais vous les côtoyez régulièrement, ça Gideon l'a dit, et plusieurs fois nous vous avons suivi dans le milieu carcéral au Cameroun. Mais quels sont les principaux problèmes relatifs à cette question de réinsertion sociale? Oui, c'est ça que je dis. C'est un problème holistique. Tu ne peux pas prendre réinsertion sociale seulement sociale. Tu dois préparer la personne psychologiquement. Tu dois préparer la personne elle-même, la famille,